Moi, je vais commencer ce talk en vous racontant une petite anecdote. Voilà, donc ce week-end, j'étais à la campagne et c'était aussi les derniers jours pour profiter des French Days. Voilà, donc un dimanche soir, bien installé au fond du canapé, je me suis motivé à sortir le téléphone et à checker un petit peu les actualités concernant justement les French Days. Et là, du coup, il y a un petit article qui m'intéresse, ça parle de promotion, quelques dernières heures pour en profiter. Donc je clique dessus, je scrolle un peu et c'est là que je les vois. Les nouveaux Google Pixel Buds Pro. Super pour compléter ma gamme d'accessoires, non? Ah, plus fort? Ok, ça marche. Du coup, ces Buds Pro, je les voulais. Et en plus, ils sont à moins 50%. Donc ça tombe bien. Par contre, j'ai plus que 15 minutes pour en profiter. Oula, donc petit coup de stress. Je regarde un petit peu, je check les différents sites qu'ils proposent. Il y en a trois. Je clique sur le premier. À ma bêche, je connais pas. Bon, je tombe sur ça. Ok, bon, parmi vous dans la salle, vous auriez fait quoi à ma place? Est-ce que vous auriez donné une chance à ce site et vous auriez patienté un petit peu plus longtemps? Vous pouvez lever la main? Ah, aucun du tout. Ah, ok, d'accord. Personne n'est patient. Ok, donc tout le monde aurait fait comme moi, c'est-à-dire que vous auriez pris le site concurrent, c'est ça? Ouais, là on peut tous lever la main? Ok. Eh ben, c'est très intéressant à noter. Bon, parce que bon, je m'attendais pas à autant de franchise, mais ça montre un bel exemple. Voilà, la partie technique d'un site va souvent avoir un gros impact sur la partie business. Et donc là, notamment au niveau des performances. Donc ça dépend évidemment des domaines, mais c'est souvent important. Donc là, on va parler de ça. Voilà. Donc moi, c'est Jonathan. Je suis développeur chez Takima, en mission pour quartier. Et voilà, un petit peu mon dada de développeur, c'est de parler un petit peu de ces sujets de performance, de regarder un petit peu ce qui se fait, un petit peu ce qui se fait sur le marché et de regarder un petit peu comment utiliser tout ça. On est parti? Donc, on va surtout parler de vocabulaire déjà. Parce que bon, comment on va mesurer cette performance en fait? C'est un peu abstrait. Donc, on va essayer de quantifier un petit peu tout ça. Et Google, voilà, le grand monsieur Google, a mis au point des petits indicateurs de performance, donc des métriques, quelque chose qui peut être mesuré, qui se nomment les Web Vitals. Donc ils sont distingués en trois catégories différentes et ils vont chacun avoir vraiment une importance capitale pour mesurer quelque chose qui est sensible à l'utilisateur. Donc la première catégorie, ça va parler du chargement pur et dur de la page, donc sa vitesse de chargement. La deuxième partie, c'est sur l'interactivité de la page, donc un peu comment l'utilisateur va ressentir la réactivité de la page. Et la dernière catégorie un peu plus comment dire, originale, ça va parler de stabilité visuelle. Donc, ce qui est intéressant sur ces indicateurs de performance, ces Web Vitals, euh, on peut voir qu'ils ont une échelle en fait. On peut les catégoriser, on va dire, enfin, on peut savoir si on est bon ou pas par rapport à cet indicateur, si on est voilà, si on est partiellement bon, ou si on va vraiment être très mauvais en gros. Donc ça, c'est quelque chose qui a été set up par Google. Voilà, ils ont plusieurs raisons de faire ça, hein, à la fois pour nous permettre de proposer des sites un peu plus agréables à l'expérience, mais surtout aussi, on imagine que pour scraper plein de sites comme eux, voilà, plus c'est performant, mieux c'est. Donc, si on regarde un petit peu en détail, la première catégorie, pour mesurer la vitesse d'un site, eh ben, l'indicateur clé, c'est le Largest Contentful Paint. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple à décrire. Imaginons que vous faites une recherche Google. Et ben, tout simplement, le Largest Contentful Paint, ça va être le temps d'affichage de l'élément le plus grand. Donc là, en l'occurrence, ça va être le texte qui décrit votre recherche, en fait, là, ce qui est en vert. Et donc, ça, c'est vraiment un bon indicateur de vitesse. Il va être complété par deux autres indicateurs, et puis après, il y en a un peu toute une myriade, hein. Donc, je vous laisserai regarder un petit peu sur le site web.dev qui répertorie un peu tous ces indicateurs. Et voilà, donc ils veulent dire autre chose, mais le plus important, c'est le Largest Contentful Paint. Sur la catégorie réactivité, enfin interactivité, on a l'indicateur qui s'appelle le First Input Delay, le FID. Et donc ça, globalement, ça va permettre de mesurer un petit peu quand on est dans ce cas-là. On reprend notre exemple de recherche Google.
Donc là, sur la première image, on voit globalement que la page nous permet de cliquer sur la barre de recherche. Mais justement, c'est ça que cet indicateur va mesurer, c'est visuellement on le voit, mais est-ce que réellement il est réactif? Donc en gros, globalement, bah, l'utilisateur va cliquer dessus, donc il va émettre un événement, le navigateur va émettre un événement, et bah, finalement, le first input delay, ça va être le temps bah, d'arriver jusqu'à cette page, en gros, globalement. Et donc, il est complété aussi par d'autres indicateurs. Donc, le Total Blocking Time et le Time to Interactive, encore une fois, un peu de documentation, ça fait du bien, ils expliqueront mieux. Et c'est globalement moins important, on va dire, que le feed. Et du coup, la dernière catégorie, bah, elle va mieux s'expliquer avec une petite vidéo. Si ça se lance. Non, ça ne veut pas se lancer. Ok, la souris est où? Ah, merci. Donc voilà, là on est sur, globalement, on est sur une petite page où on veut confirmer quelque chose, mais en fait on voulait annuler, et on se retrouve avec une petite pop-up qui arrive sur la page. Donc ça c'est généralement bien connu des sites qui ont plein de publicités ou des trucs comme ça. Mais globalement, ça va être un indicateur assez important pour Google qui fait vraiment, enfin, qui représente vraiment le ressenti d'un site. Là on est globalement assez frustré de cette expérience en général. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est assez éloigné de ce qu'on pourrait penser comme de la performance, mais voilà, ça fait partie des indicateurs clés. Ok, super. Donc maintenant, normalement, on a tous à peu près les termes. Donc on parle d'indicateurs, de Web Vitals. Voilà, on a expliqué les trois principaux. Mais c'est bien beau tout ça, mais comment on les mesure finalement? Comment on arrive à déterminer si c'est 2 secondes? Enfin voilà, on a vu un petit peu comment les voir visuellement, comment les mesurer visuellement, mais ça on veut les calculer vraiment avec des mesures vraiment exactes. Alors pour ça, on va s'aider d'un outil qui s'appelle Lighthouse. Et bon, pour changer, c'est Google qui l'a développé. Ils vont être, enfin voilà, un peu de spoil, la majorité des trucs, c'est sorti par Google. Bon, la bonne nouvelle pour cet outil, c'est quand même que c'est un outil open source, donc voilà, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe dedans, et on peut contribuer, voilà. Euh, et donc avec cet outil, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire des simulations, et aussi simplement qu'en allant dans ces DevTools. Donc voilà, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais tous les navigateurs à base de Chromium ont un onglet qui s'appelle Lighthouse. Et globalement, on va pouvoir tout simplement générer un rapport qui bah, mesure tous ces indicateurs de performance qu'on vient de voir. Ça va nous sortir un rapport hein, qui a cette forme-là. Donc on voit qu'il y a plusieurs axes d'audit, chaque catégorie d'audit, et derrière, en fait, comment dire, chaque audit va être relié à enfin, un ou plusieurs indicateurs qu'on a vus. Et globalement, quand on est moins bon sur certaines parties, l'outil va même être capable de détecter des pistes d'amélioration. Voilà, parce que globalement, voilà, réduire les ressources JavaScript, etc., etc. Donc on est vraiment capable de générer un audit, excusez-moi, et de trouver des solutions pour régler ces problèmes de performance. Donc là, on est sur des analyses statiques, excusez-moi, sur des analyses statiques et en local. Donc bon, c'est pas très représentatif de ce que nos utilisateurs vont vivre, mais c'est quand même pas mal de pouvoir voir à un instant T qu'est-ce qui se passe. On va aussi pouvoir compléter ça statiquement en mesurant potentiellement avec des audits réguliers sur notre CI/CD. Donc il y a un outil qui s'appelle Lighthouse CI et qui va nous permettre globalement de faire ces mesures, mais du coup encore en simulant un utilisateur, mais sur notre CI. Donc globalement, on va être capable d'associer un commit avec telle ou telle montée d'indicateurs. Donc là, on voit que c'est setup avec GitHub Actions, mais globalement, on peut le faire un peu avec n'importe quoi. Et donc le fameux suivi de performance, c'est un petit peu ce que vous voyez là à l'écran. On va pouvoir voir l'évolution finalement des différents indicateurs de performance au cours du temps. Donc encore une fois, attention aux conclusions hâtives, hein, ça reste une simulation et une analyse statique. L'outil est perfectible hein, sur l'évolution de certains indicateurs. Voilà, si on le lance 2 fois, ça va pas forcément être exactement le même résultat. Mais c'est quand même sympa de pouvoir, vraisemblablement, enfin s'il y a un gros pic, on va pouvoir identifier qu'il y a un problème.
Et donc voilà, donc maintenant qu'on a un bon setup statique, on va évidemment devoir collecter tout ça un peu au runtime, donc un peu voir finalement ce qui se passe mais du côté de l'écran de l'utilisateur, quoi. Et ça, on va être capable donc de le faire, c'est ce qui s'appelle du Real User Monitoring, et on peut le faire avec une librairie qui s'appelle Web Vitals, donc le même nom que les indicateurs. Et cette librairie nous fournit tout simplement des différentes fonctions qui vont permettre de calculer en fait chacun des indicateurs. Et nous, notre job, ça va être simplement de les remonter là où on veut, en fait. Donc sur un serveur de statistiques, du Google Analytics ou même du Datadog, etc. Donc bah, justement, moi, dans ma mission, on utilise Datadog. Et globalement, ça va pouvoir nous sortir ce genre de choses. Voilà, on peut voir au cours du temps les trois indicateurs clés avec leur graphique d'évolution bah, sur une app en particulier. Et bah voilà, par exemple, on voit qu'il y a un pic sur le Largest Contentful Paint un peu avant le 25 septembre. Et ben potentiellement, ça nous donne des possibilités d'aller voir un petit peu ce qui se passait et d'essayer de comprendre pourquoi on a eu ce pic-là. Voilà. Pour compléter un peu tout ça, voilà, la semaine dernière, j'ai vu un meet-up, je suis allé à un meet-up du groupe User Performance, très intéressant, qui parlait globalement du même sujet. Et c'est quelqu'un de Mano Mano qui a expliqué un peu leur culture de la performance un peu dans la boîte et qui bah, revenait un petit peu sur ces indicateurs de performance et comment eux, ils ont mis en place finalement des politiques voilà, d'encourager les gens à parler performance et bah, qui sont du coup, ils ont réussi à rendre leur site plus attrayant au niveau de la perf et en fait, ils ont vu littéralement des bénéfices en retour, quoi. Donc voilà, à regarder si ça vous intéresse. Ok, c'est pas le bon truc. C'est bon. Voilà, donc globalement, on a du vocabulaire, on sait les mesurer. Donc pour des analyses statiques directement dans nos DevTools, quand on développe comme ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qu'on fait. En CI potentiellement, et surtout en cas réel, quoi. Donc remonter ce que les utilisateurs ressentent. Et maintenant, bah, voilà, comme maintenant qu'on est capable de voir un petit peu ce qui se passe, bah, si jamais il y a des problèmes, il va falloir qu'on essaye de corriger un peu les problèmes, donc d'améliorer un peu chacun de ces indicateurs-là. Donc on va simplement se pencher sur ce qui se passe hein, globalement quand notre page web s'affiche, et on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Donc c'est assez simple, hein, on sait tous qu'il y a notre index.html qui va être demandé par le navigateur, et ça va lancer en général sur les SPA une série de téléchargements, notamment du CSS, du JS, etc., etc. Et l'exécution va se faire. Et donc quelque part, à un moment, bah, notre framework JavaScript il va commencer à commit dans le DOM. Donc il y a quelque chose qui va se dessiner sur l'écran de l'utilisateur. Donc c'est le First Contentful Paint. Mais bon, voilà, globalement, là, on était très très longtemps après le T0. C'est ce qui s'est passé sur cette fameuse page blanche. Et ensuite, il y a d'autres trucs qui se sont passés. Il y a des images qui se sont téléchargées, des trucs. Et donc là, on arrive à un endroit où on commence à être interactif. On rend la main en fait, à l'utilisateur. On arrive à identifier nos deux bottlenecks finalement. Là, on voit qu'on a du téléchargement. Donc finalement, il y a un problème au niveau du réseau. Et on voit qu'on a un temps d'exécution qui potentiellement pourrait être amélioré. Donc on charge un petit peu trop notre thread JavaScript. Bon, voilà, donc comment résoudre ces deux problèmes? Eh ben, au niveau du réseau, voilà un petit peu ce qui se passe. On envoie du contenu, on en envoie beaucoup, et généralement, là, donc là j'ai fait l'analyse sur une petite app. Je ne sais plus trop laquelle honnêtement, mais généralement ça va ressembler à ça. Il y aura beaucoup d'images, beaucoup de JS et un petit peu de CSS, etc. Et ben, globalement, si on commence par les images, ça ne touche pas forcément beaucoup en tant que développeur, mais on va souvent prendre ce qu'on nous fournit, quoi. Mais en fait, c'est assez simple, on pourrait sensibiliser les gens à utiliser un format assez compressible, on va dire, donc par exemple le WebP. Encore un format poussé par Google, ça, pour changer. Et on voit que son adoption est quand même assez majoritaire, hein, même Apple s'y est mis. Euh, donc globalement, si vous voulez un quick win et que vous avez un site qui a beaucoup d'images, vous pouvez déjà essayer de voir si elles sont toutes compressées sous ce format-là, à minima pour la prévisualisation, quoi.
Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et puis il y a des nouveaux standards qui sont en train d'être poussés par d'autres consortiums. Donc le AVIF et du coup un nouveau format aussi du JPEG, le JPEG XL. Les deux sont en adoption, on va dire. Mais globalement, ils sont encore meilleurs que le WebP. Et donc j'imagine que ça deviendra un peu un standard d'ici quelques années. Voilà un peu ce qu'on peut faire au niveau des images et c'est assez gratuit en fait, hein. On n'a pas grand chose à faire, on a juste à changer le format de nos images, à les transformer. Au niveau du JS, ce qu'on va pouvoir faire, je vais passer assez rapidement dessus parce qu'en fait les bundlers actuellement font globalement le même travail et on n'a pas besoin de configuration particulière. Généralement, ce qui va se passer, c'est que derrière, ils vont faire de la minification, faire du tree checking. Donc, si jamais vous n'êtes pas familier avec ces notions, vous pouvez aller vous documenter, mais globalement, c'est ce qui va nous permettre de réduire au maximum la taille de notre JS entre ce que nous, développeurs, on a besoin de comprendre et ce que la machine, elle, a réellement besoin. Tout ça, ça se passe avec un plugin Webpack. Donc là, moi, je m'attarde sur la partie Webpack, mais après, les autres bundlers, c'est globalement la même chose avec d'autres plugins ou carrément natifs au bundler. Mais voilà, ce plugin-là va s'occuper de ce genre de choses et va voilà, réduire au maximum la taille de nos ressources JavaScript. Donc, ce qu'on peut faire, enfin, donc au niveau du bundling, on ne va pas pouvoir faire grand-chose en plus, sauf nous-mêmes à potentiellement analyser ce qui se passe et surtout au niveau des librairies qu'on utilise. Donc là, pas au niveau de la sécurité, mais au niveau vraiment la taille de la librairie. Donc j'ai entendu tout à l'heure Bundlephobia qui était mentionné. Donc globalement, on peut utiliser effectivement cet outil pour essayer de trouver des compromis ou plutôt des alternatives en fait aux librairies qu'on a l'habitude d'utiliser et qui pourraient être plus intéressantes au niveau de la taille, du poids finalement du code JavaScript. Idem, Webpack Bundle Analyzer peut vous permettre d'identifier un petit peu des... Voilà, quand vous voyez des gros carrés, ça ne veut jamais dire quelque chose de bon, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être se pencher dessus et regarder pourquoi il y a autant de JS exportés. Voilà. Moins connu sur le CSS, on peut faire des choses. On peut faire exactement pareil que le JS. On peut faire du tree checking, on peut faire de la minification. Si vous utilisez Create React App, globalement, la minification va être faite. Il y a un plugin qui est du coup le CSS Minimizer Webpack plugin, super nom, qui tourne et qui en fait va simplement changer le nom de vos classes, au moins pour les builds de prod, pour tout simplement avoir des noms plus courts et ça fait gagner vraiment de la place et donc du réseau. Pour le tree checking, c'est pas activé par défaut. A priori, il faut faire un petit peu de conf. Donc, si jamais vous êtes encore sur CRA, vous pouvez utiliser Craco pour rajouter des configurations ou l'override. Donc là, en l'occurrence, on rajoute un plugin qui s'appelle Purge CSS Plugin. Et le principe, c'est simplement d'analyser un petit peu les classes CSS que vous utilisez ou plutôt que vous n'utilisez pas. Style, si vous utilisez une librairie composant, vous n'allez certainement pas utiliser l'intégralité des classes CSS de la librairie. Mais sauf que vous importez probablement toute la style sheet en entier. Donc là, voilà, il y a une analyse statique qui permet de déterminer ou pas si vous en avez besoin. Bon, tout ça, il faut toujours faire un peu attention parce que vous pouvez vous retrouver dans des cas où il y a des classes qui sont drop, mais vous ne vouliez pas, quoi. Donc voilà, à regarder. Et un truc qu'on parle pas souvent aussi, c'est au niveau de la compression des assets, enfin des ressources JavaScript, CSS, etc. Ça reste du texte, donc en fait c'est compressible. On n'est pas obligé de laisser notre serveur au runtime nous compresser à la volée la ressource. On peut finalement, après la compilation, on peut les compresser dans différents formats. Donc le plus connu c'est le gzip. Il est supporté par vraiment tous les navigateurs. Et il y a aussi un format qui commence quand même maintenant à être un peu connu, qui s'appelle Brotli. Et bon, encore une fois poussé par Google, hein, soyez pas étonnés. Et c'est encore une fois, c'est gratuit à mettre en place. Donc encore une fois, si vous êtes dans la configuration CRA, donc vous pouvez configurer l'ajout de deux plugins avec Craco. Enfin, pas de deux plugins, d'un seul, mais en compressant deux fois. Donc une fois en gzip et une fois en Brotli, histoire de supporter les navigateurs qui ne supportent pas Brotli. Et en fait, tout ce que vous aurez à faire, c'est configurer votre serveur qui puisse négocier correctement le contenu. Mais rien qu'en faisant ça, en fait, c'est là où on a le plus gros gain finalement.
on fait plus de 50%, enfin on gagne plus de 50% de la taille qu'on envoie sur le réseau. Donc voilà, si vous ne le faites pas, ça, vous allez globalement réduire enfin, par deux le temps mis de download de vos ressources. Voilà, donc maintenant on sait que pour améliorer les Web Vitals, faut utiliser des formats modernes d'images, il faut minifier et faire du tree shaking. Bon, ça c'est fait par défaut. Ça s'applique aussi au CSS, donc ça c'est un peu moins appliqué par défaut, donc on peut regarder si on veut vraiment optimiser les derniers détails. Et surtout, bah, compresser, ça coûte rien. Donc là, on a vraiment normalement corrigé notre problème de réseau, mais au niveau CPU, on est toujours un petit peu bloqué. Parce que malgré que nos ressources soient compressées, bah, quand on les décompresse, c'est la même chose. On aura toujours autant de code à exécuter. Donc ce qu'on va pouvoir faire, donc là c'est plutôt appliqué à du React, mais ça marche, enfin, les mêmes principes sont applicables à d'autres frameworks JS. On va pouvoir faire du code splitting. Donc tout simplement, au lieu d'avoir un gros bundle JS, on va pouvoir commencer à split et du coup bah, potentiellement télécharger seulement ce qu'il faut au bon moment. Donc globalement avec Webpack, dès qu'on va faire un import dynamique, bah, ça va splitter dans un chunk. Donc c'est un morceau de bundle. Et donc ça, on va pouvoir le combiner avec du lazy loading. Donc avec React, ça se fait avec l'API suspense et du coup l'import dynamique. Et donc tout ça, ça va nous assurer que là, on va se retrouver avec donc, 4 petits chunks différents qui vont être loadés seulement quand bah, il y a besoin d'afficher tel ou tel composant. Ça, c'est assez intéressant. Et on va aussi pouvoir jouer sur la notion de preload ou prefetch. Nos composants, là, il y en avait 4. Ils ne vont pas forcément avoir besoin de s'afficher tous au même moment, mais on va potentiellement pouvoir prédire quand est-ce qu'ils vont devoir s'afficher. Euh, Globalement, si on prend un site de e-commerce, peut-être que le panier, ça va globalement être une page qui va s'afficher assez fréquemment. Donc on peut peut-être préloader le JS nécessaire pour que du coup le navigateur ait plus que derrière à exécuter le JS nécessaire et pas le télécharger puis l'exécuter. Donc les deux, c'est des hints à faire au navigateur, preload et prefetch. Donc ils diffèrent simplement, voilà, preload ça va simplement ça va télécharger plus exécuter, alors que prefetch ça va simplement télécharger la ressource pour différer son exécution pour plus tard. Ça encore une fois, on peut le faire assez simplement avec de la config. Donc il va falloir d'abord nommer nos chunks, histoire qu'on puisse les retrouver et savoir lequel préloader et lequel préfetcher. Donc là, une petite astuce avec Webpack, on peut utiliser un commentaire magique et leur donner des noms. Ça va, au lieu de leur donner un nom un peu chelou, voilà, ça va être préfixé par le nom navbar par exemple, qu'on lui aura donné. Et ensuite, encore un plugin à rajouter. Et on va pouvoir signifier quel chunk est à préloader ou quel chunk est à précharger. Encore une astuce avec un int de navigateur. On va généralement sur les SPA, on va parler à une API. Et donc, en attendant que tout notre JS se charge, potentiellement, on pourrait se faire du pré-connect au niveau du domaine de l'API. Ça va nous permettre exactement ce qui est affiché. C'est-à-dire que pour la prochaine requête, on n'aura pas toute la latence DNS, négociation TLS, etc. Alors, ça va pas forcément être faramineux comme gain, mais si on est sur des réseaux qui ont beaucoup de latence, genre de la 3G, et ben, en fait, ça va être vraiment, il va y avoir vraiment un gros gain. Et donc, encore une fois, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. C'est une histoire de plugin, donc à voir un petit peu comment le configurer pour de la prod ou de la pré-prod, mais c'est assez facile à faire. Et la dernière astuce que je peux vous donner, c'est faire du inline. Donc, si on regarde un petit peu voilà, notre index.html, généralement, il va ressembler à ça pour une app React, si jamais on n'y a pas touché. Voilà, on va avoir juste le titre et en fait une balise de script qui nous dit quel script JS télécharger et la style sheet. Et donc, globalement, ça va se passer comme ça au niveau du réseau. On a un appel pour l'index HTML, on a un appel pour le JS, un appel pour le CSS, et ensuite on a un appel pour le premier chunk, etc., etc. Enfin bref, on perd du temps en fait, on fait des allers-retours alors qu'en fait ça va juste au bout du compte. Au niveau du chunk 1, on va tout simplement avoir un ensemble, on va dire, qui va nous permettre d'afficher la page d'accueil. Donc tout simplement, inline le JS et le CSS, la meilleure stratégie à avoir, ça serait comment dire,
comment dire, d'inclure le code JS et CSS qui permet d'afficher la page d'accueil, ou en tout cas comment dire, qui permet à minima d'afficher quelque chose à l'utilisateur. Tout ça pour éviter plein d'allers-retours inutiles. Ça, c'est assez compliqué potentiellement à identifier si vous avez des grosses pages, etc. Mais c'est un dernier cas d'optimisation qui peut être intéressant et qui peut vraiment faire gagner au niveau de la rapidité d'affichage du premier élément ou du plus gros élément. Voilà. Donc, ça se configure aussi avec des plugins. Par contre, voilà, ça va vraiment dépendre des cas. Il va y avoir, enfin, faut identifier le bon composant qui va s'afficher, etc. C'est pas forcément évident. Donc c'est le dernier truc à faire. Voilà un petit peu sur les différentes astuces au niveau du runtime. Donc là, on sait qu'il faut faire du split et du lazy loading, du preload prefetch quand c'est possible, préconnect obligatoire parce que c'est vraiment gratuit. Et pensez à inline si possible les composants qui sont vraiment dans le chemin critique, on va dire, de chargement de la page d'accueil. Et avec tout ça, bah, on a encore plein d'autres choses à voir, mais bon, on n'aura pas le temps d'en parler. Voilà, on peut mettre en place des stratégies de mise en cache, donc faire de l'app shell ou des trucs comme ça, faire du server-side rendering, mettre en cache nos réponses API si jamais on avait des trucs qui sont un peu statiques, faire du lazy loading d'images aussi, enfin bref, plein d'autres trucs. Mais bon, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Bonsoir. Je sais pas si on m'entend bien devant. Ouais, c'est top. Alors, d'abord, super présentation, franchement, j'ai bien aimé. C'était assez précis, surtout la position, comment t'emmener ça, c'était top. J'ai une question sur la librairie JS WordPress. Ouais. Si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est que tu l'as mis en place et ça va traquer l'utilisateur en renvoie les données qui permettent de savoir le temps et Plus ou moins. Enfin, en fait, la librairie, elle te fournit simplement des fonctions qui te permettent de calculer la métrique. Et après, c'est à toi de les envoyer là où tu veux, quoi. Ok. Du coup, pour mettre en place cette librairie, il faut que je informe l'utilisateur. C'est une bonne question. Du coup, tout va dépendre de là où tu l'envoies, effectivement. Si tu envoies sur un serveur de statistiques que tu détiens, ou ça, c'est des questions qui vont vraiment dépendre de ta configuration. Voilà. Moi, j'ai pas forcément d'exemple parce que je suis sur un contexte comment dire. Je suis pas sur un produit du marché. Je suis sur un produit interne. Donc moi, j'ai pas cette problématique. Mais sur la vidéo, enfin sur le talk que je mentionne là de chez Mano Mano, normalement, il en parle un petit peu dans le talk. C'est parce que eux, pour le coup, ils sont publics, quoi. Et ils envoient ça sur du Google Analytics, il me semble. Donc ça doit faire partie effectivement de leur politique d'acceptation de cookies. Ouais. Du coup, je poserai la question maintenant parce que Ouais. vu que ça dépend de si l'utilisateur accepte les cookies ou pas. Je ne sais plus si la donnée à la fin de version ou pas, parce que normalement les utilisateurs refusent les cookies. Voilà. Alors après, du coup, ça reste des données qui vraisemblablement ne sont pas corrélées à. Enfin, c'est une métrique du coup qui est de base ne contient pas vraiment de données personnelles, mais effectivement, enfin, a priori, tu pourras pas remonter à l'identité de la personne à partir de ça, mais ça doit y faire partie, ça doit effectivement faire partie quand même de toute cette politique-là. Ouais. Ok. J'ai une autre question. C'est sur les pages au format AMP. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Au format quoi? AMP. Non, pour le coup. Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, d'accord, ok, oui, oui, ok, oui, je vois. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que le fait de posséder des pages qui ont ce format-là, ça dédouane plus ou moins un pages de chargement qui sont plus, qui ont des scores qui se trouvent dans la zone courante? Ouais, alors bah, pour le coup, ça c'est vraiment, enfin, ce genre de page-là, enfin, on va dire que c'est à base, enfin, comment dire, ça n'a rien à voir avec des SPA pour le coup. C'est vraiment un contenu qui est pré-rendu, on va dire, et qui est directement affiché à l'utilisateur. Donc, est-ce que, enfin, elles vont forcément avoir des bons indices, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs des stratégies qu'on peut mettre en place hein, sur son application. Elles vont être privilégiées, c'est sûr. Oui.
Elles vont être privilégiées. Après, ta question de base, tu voulais en venir où? Et est-ce que le fait d'en posséder, ça dévoile plus ou moins parce que notamment les sites de vente en ligne, e-commerce, je pense que passer au discount, à partir de chargement, ils sont pas très forts. Bah, ouais, justement, c'est. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Non, je disais que j'espère qu'il n'y a personne de ces discounts. Euh, Bah, non, mais justement, après, ça, tu vois, ce format-là, il s'applique pas forcément à tous les sites parce que, enfin, généralement, les pages AMP qu'on voit, c'est souvent sur des blogs comment dire, des sites d'actualité, tout simplement parce que leur contenu est statique et en fait, il va pas dépendre de la personne qui regarde la page. Donc, honnêtement, je connais pas de sites d'e-commerce qui font des pages AMP. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit possible du coup. Ouais, ouais, il y en a qui confirment a priori. Ouais, voilà. Ok, bah voilà. Je pense que ça répond à ta question du coup. Pas de problème. Moi j'ai une question vis-à-vis de ce que tu disais sur le Lighthouse en CI et d'avoir ton retour d'expérience sur Ouais. si c'est quelque chose que vous avez mis en place à Cartier, parce que c'est des tests qui sont pas du tout idempotents, comme tu l'as dit, tu le lances 2 fois, tu peux avoir des résultats complètement différents selon la charge de la machine partagée, selon le réseau, etc. Et donc qu'est-ce que tu fais avec ces tests en fait, dans lesquels tu peux pas avoir une confiance absolue? Est-ce que toi tu les bloques? Enfin, est-ce que c'est bloquant si jamais la valeur est trop haute ou c'est juste à titre indicatif pour regarder une fois de temps en temps? Alors du coup, effectivement, non, chez Cartier, nous, on n'a pas mis en place ça. En gros, à mon avis, il faut avoir un certain niveau de maturité, je pense, avant d'en arriver là. C'est assez bah, je te redirige encore une fois vers le talk de Mano Mano parce qu'il en a parlé. Et donc, ils l'ont pas mis en place non plus. Ils y réfléchissent, mais en gros, pour l'instant, eux, ils se concentrent sur la prod, du coup. Et ils vont, en fait, simplement du coup du retour des utilisateurs. Le problème qu'il y a avec effectivement Lighthouse, c'est que potentiellement sur deux runs, on va dire, il va y avoir des, ouais, va pas forcément, enfin ça va faire un peu pas montagne russe, mais presque. Donc ce qui peut être intéressant quand même avec cet outil-là, c'est de tracer une tendance, on va dire. Donc tu peux le configurer comme une quality gate, un peu comme un sonar ou autre, mais vraisemblablement ça peut être frustrant si jamais tu arrives sur vraiment la limite et du coup qui te bloque ton déploiement, quoi. Donc je pense que c'est peut-être mieux ça c'est encore à voir, hein, les équipes, voilà, je pense qu'il faut de la maturité avant de mettre en place ce genre d'outil. Il faudra surtout voir, je pense, l'outil comme une aide à avoir des tendances, tu vois, genre, ah bah là on commence à se arriver, enfin tu vois, on a une courbe d'évolution, faudrait peut-être qu'on se penche sur ce qui se passe, ou voilà, ou des gros pics, etc., etc., quoi. Voilà. Ouais, ah bah, enfin, Pour rebondir sur la question tout à l'heure, est-ce que justement vous avez des environnements de qualification avant l'environnement de production qui sont justement en gros, entre guillemets, dédiés à la performance, en gros, pour qualifier que les modifications que vous allez shipper dans le prochain sprint, dans la prochaine analyse, que en gros, vous ne faites pas un drop de performance ou que vous faites bien que l'optimisation de performance elle a bien un effet. Et justement, comment est-ce que vous avez géré? Est-ce que vous n'avez pas de problème? Est-ce que vous avez genre le même varnish ou les mêmes conditions de performance? Il y a le varnish, il y a toutes ces choses qui sont en place qui font que, parce que parfois on n'a pas les mêmes choses qui sont en production, des histoires de cage, d'atterrissage et tout ça. Tout à fait. Alors, du coup, effectivement, enfin, on a des environnements de qualification, mais du coup, on fait pas d'analyse statique en CI de notre côté. Mais ton analyse est la bonne. Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement pour l'instant pourquoi Mano Mano ne fait pas ce genre de truc. C'est que on est encore dans un environnement où du coup, finalement, il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas une charge identique à ce qu'il y a à la prod. Et vraisemblablement, il ne trouve pas d'intérêt à faire cette analyse statique-là. Moi, je pense, enfin, si je devais le mettre en place, je pense que je l'utiliserais plutôt, ouais, pour essayer de voir, enfin, peut-être seulement sur certaines pages, parce qu'il y a forcément des pages, ouais, où ça fait intervenir vraiment tout un système un peu plus, bah, voilà, derrière le système back-end, etc. Donc ça peut être complexe. Peut-être sur certaines pages où tu as besoin de voir une tendance, une évolution ou pas
de performance, genre vraiment peut-être sur l'indicateur de FCP, genre le First Contentful Paint peut-être, genre est-ce qu'il a drop parce qu'on a mis une image ultra grosse ou on a changé de police ou je sais pas, tu vois, peut-être ce genre de truc qui pourrait être intéressant à mettre en place. Mais c'est une question complexe sur quand tu as des produits qui peuvent être assez gros. Ouais. Désolé, un peu short sur le timing, mais on pourra continuer la discussion, on pourrait poser la question. Hein? Ouais, voilà, autour des pizzas, etc. Merci beaucoup.